c'était le titre de l'exposition du MNAM, me semble, je dirais, à la fois gentillette, si vous voulez, et pas du tout rendre justice, engager le public sur les fausses routes. Vous avez un catalogue qui en conserve le souvenir avec des images, des illustrations. Et donc, ça me paraît très bien, avec des textes qui sont, comme d'habitude, des textes qui sont plus ou moins bons. Moi, je trouve que l'ironie à l'œuvre, c'était peut-être un bon argument de vente de clés, mais ça n'était pas du tout tapé au centre du problème. Non pas que Klee ne soit pas un homme d'humour, au contraire, c'est un homme de distance, c'est un homme d'humour, et si on parle de distance à propos de Klee, eh bien, il vaut bien mieux penser à Bertolt Brecht, n'est-ce pas, qu'à autre chose. Ceci dit, Klee, il connaît l'ironie. Il a commencé sa carrière jusque, disons, 1910-12 en faisant des caricatures. Il a eu absolument aucun succès. Ça lui a appris à dessiner et surtout, ça lui a appris à dédessiner. Et comme tous les peintres d'avant-garde de cette époque, la grande affaire, c'était apprendre à déprendre, justement, à désapprendre. Et c'est ce qu'ils ont tous fait. Et ils sont tous passés plus ou moins par des périodes où justement la caricature, qui est un mode de destruction de l'image faite, justement, et bien faite, qui les a amenés, Picasso en tête, mais je veux dire, toute la bande, sont passés par là. Voilà. Alors j'en ai quasiment fini. La plastique est importante parce que ça pose le problème de l'abstraction. Ça n'a l'air de rien, ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'abstraction? On fait un salmigondi, on suppose à l'heure actuelle que le problème est résolu. Mais abstraction, non-figuration et tous les termes qui ont été sortis, ils ne signifient pas, ils ne sont pas équivalents. Ils demandent non seulement à être explicités, mais ils demandent en plus à être explicités à chaque fois qu'on présente une œuvre. Dans quelle mesure cette œuvre est-elle ceci, cela? Alors, où est-ce qu'on va se réfugier? Dans la terminologie du dictionnaire? Dans la diction, pour moi, abstraction, peut-être que ce qui m'amène le plus près de l'idée d'abstraction, c'est la philologie et les mathématiques. C'est-à-dire sortir de abstrait, et non pas forcément ne pas ressembler, enfin c'est pris souvent dans le sens de non figuratif. Il est évident que cette œuvre-là est abstraite. Et d'ailleurs, je me réfugie honteusement, enfin frileusement, derrière Matisse, qui dit tout de go, toute œuvre d'art est une œuvre abstraite. Et c'est vrai, bien entendu. Le tout, et après, est de redéfinir les choses. Donc, à partir de cette œuvre-là, on peut arriver à se rendre compte un peu mieux de ce que peut être l'abstraction subjective. C'est la partie qui porte l'ensemble des signifiants ou des signes, comme disait Alberti. J'appelle signe tout élément qui couvre la surface de Padre. Bon, c'était très saussurieux et de combien, mais c'est Alberti qui me dit, et comme c'est un des fondateurs quand même des théories de l'art, il vaut la peine d'être entendu. Ce subjectile, il est collé sur un support. Vous le voyez tout autour, vous voyez, c'est cette marge qui entoure complètement. C'est une marge en carton. Alors, vous allez me dire quoi de plus banal qu'une marge en carton quand on a à faire une aquarelle, il faut bien la coller sur un support. Et le problème, c'est que, enfin le problème, la configuration, en somme, c'est que Klee fait ça de manière extrêmement soigneuse. Il fait ça pour toutes ses aquarelles et il adopte un dispositif relativement stable. Ce dispositif relativement stable fait que, de temps en temps, il y a d'ailleurs des sortes de débordements ou des contaminations. Là, il n'y en a pas. J'ai pris quelque chose de très simple. Il n'y a pas de contamination entre le subjectile et le support. Mais il y a quand même quelque chose qui est une transgression. C'est-à-dire que sur le subjectile, et pas sur le support, sur le subjectile, vous voyez qu'il y a un trait, un surlignage,
un soulignage, comme vous le voudrez. Et sur ce soulignage, en somme, il y a 1914 qui est la date de l'exécution de l'œuvre, il y a 199 qui est le numéro de l'œuvre dans le catalogue de Clé. Alors Clé, comme Claude Lorrain, qui a ce que j'appellerais un livre de vérité, parce que Claude Lorrain, autre illustre Claude, appelait le livre de vérité, et où il consignait toutes les œuvres. Et c'est ce que Paul Clé a fait. Il a fait non seulement en consignant les œuvres, mais en mettant les dimensions, les techniques, les dates, enfin vraiment le rêve pour un conservateur de musée. Le malheur, c'est que quelquefois les conservateurs s'amusent avec en particulier les titres, les manipulent, et on ne sait pas très bien pourquoi. Mais là, on sait aussi pourquoi, une autre source de manipulation, c'est que les titres sont en allemand, que les Français connaissent l'allemand de manière relativement lointaine et approximative, souvent, pas toujours, hein, il y a des brillantes exceptions. Et donc, à la faveur de ces mutations, d'autant plus, comme vous savez, les belles infidèles, hein, ça ne traduit pas jamais la réalité. Donc le titre, c'est Hammamet mit der Moschee. Alors on peut y aller, hein, on peut faire de la philologie. Hammamet mit der Moschee, ça ne veut pas dire Hammamet et la mosquée, ni et sa mosquée d'une certaine manière. Bon, c'est-à-dire c'est le titre français que l'on retrouve souvent, Hammamet et sa mosquée. Bon, Hammamet, ça ne traduit pas exactement le titre allemand, et pourtant si, parce qu'en allemand c'est comme en italien. Quand on dit mit der Moschee, ça veut dire sa mosquée. Comme on dit die Mutter, la mamma, ça veut dire ma mère. Vous voyez, donc ça fonctionne, les langues ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Donc, Hammamet mit der Moschee, ça veut quand même dire Hammamet et sa mosquée, en fin de compte, vous voyez. Mais il y a toute une gymnastique là-dedans qui introduit une espèce de vibration entre le titre et ce qui est là-dedans. Parce que, évidemment, après, on va peut-être mettre en doute un petit peu les choses qui sont là. Il établit une frontière où le linguistique se rapproche de l'iconique. C'est pas difficile. Si j'ai l'emploi des termes cuistres, hein, vous me le direz et à la fin vous-même pendant, peu importe. Donc il y a une partie qui est l'icône, proprement dit. Hein, je ne veux surtout pas dire l'image, c'est pas une image. Hein. L'icône, et puis il y a le hors-champ. Et entre le hors-champ, la partie. Il y a un autre hors-champ d'ailleurs, hein, parce qu'il se superpose comme ça. Il y a ce hors-champ qui est ici, et qui appartient quand même à l'œuvre, et puis il y a le hors-champ qui est l'espace dans lequel éventuellement cette œuvre va être montrée, et qui existe, et entre lesquels d'ailleurs, depuis le XIXe siècle, les peintres établissent des zones osmotiques. Et bien sûr, Clé ne s'en prive pas. Pas dans ce cas-là. Hein, pas dans ce cas-là. Alors, donc, cette partie qui supporte la partie linguistique, proprement linguistique, la rapproche et l'amène à faire corps avec la partie proprement iconique. Voilà pourquoi je dis qu'ici, il y a quand même une zone qui, du point de vue sémantique, est une zone intermédiaire. Alors, vu comme ça, isolé sur une aquarelle, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Le problème, c'est que, je vous le dis tout de suite, l'œuvre de Clé, elle est complexe. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'en est pas ainsi de beaucoup d'œuvres? C'est-à-dire qu'il est très difficile de considérer une œuvre indépendamment de toutes les œuvres de Clé. Parce qu'elles sont liées entre elles par une logique sérielle, si vous voulez, et une logique, je dirais, en écho, où il y a des reprises, etc., mais non pas des reprises qui seraient des copies, mais des reprises qui seraient des progressions. Vous voyez, c'est ça la sérialité. C'est-à-dire que ça bouge à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un élément, il y en a un autre qui s'y raccroche, mais qui fait état d'autres choses, d'autres champs,
d'autres aperçus, d'autres horizons. Donc voilà, vous avez donc un exemplaire de l'écriture de Klee, c'est pas un conservateur de musée qui a écrit ça, et qui fait qu'on rapproche et l'écriture fait corps avec la peinture. Et l'écriture, d'ailleurs, vous remarquerez, elle est. Vous avez trouvé que j'en fais trop, mais on n'en fait jamais trop avec Klee, justement. Vous remarquez que l'écriture, elle est une écriture abandonnée. Elle est une écriture qui est de l'ordre, non pas de la calligraphie, mais qui est l'ordre d'une espèce de graphisme abandonné. Ce qui fait que, à l'intérieur de cette œuvre-là, comme vous allez avoir des éléments graphiques, les éléments linguistiques et les éléments iconiques, en somme, vont se trouver un petit peu confrontés, sinon rapprochés. Et puis, sans doute certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, il y a la signature de Paul Klee. Et la signature de Paul Klee, elle fait écho, naturellement par son graphisme à ce qui est en bas, et elle est à l'intérieur de l'œuvre. Alors, ça pose des problèmes énormes, 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 depuis le 19e siècle et depuis bien avant même. Raphaël lui-même se posait ce problème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pénétrer le linguistique à l'intérieur de l'iconique sans arriver à détruire complètement du même coup le système qui est le système de la perspective albertienne, c'est-à-dire on met à l'intérieur de la représentation ce qu'on voit, et on ne voit pas écrit Klee comme ça, naturellement. Donc il y a cette signature qui est à l'intérieur, quelquefois il la met à l'extérieur, à ce moment-là, il la met sur cette ligne-là, ce qui montre bien la solidarité qu'il peut y avoir entre ces éléments-là. Et puis, cette signature, elle est placée à un endroit qui est intéressant, nous y reviendrons. En gros, au XIXe siècle, pour faire vite, qu'est-ce qui se passe? On passe du sujet au motif. C'est-à-dire le sujet, c'est un sujet tel que on représente l'annonciation, machin comme ça. Donc ça, c'est un sujet. Le motif, c'est pas ça. C'est un peu le contraire. C'est on ne prend pas un titre, en somme, ou une définition d'un tableau et on fait le tableau. Non, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on se promène et tout d'un coup, on trouve quelque chose, un sujet, en somme, qui fait motif. C'est-à-dire qui donne un motif pour faire. C'est ce qu'ont fait les peintres de Barbizon, les impressionnistes, etc. Monel raconte, il dit un peu souvent des choses qu'il réinvente, parce qu'il dit ça en 1926, alors qu'il y a longtemps qu'il peint. Il dit, je me promenais avec un truc sous le bras, je me promenais, tout d'un coup je vois quelque chose qui me plaît, je m'installe, hop, je peins. Voilà, ça c'est un motif. Et on pourrait considérer ici, en effet, que ceci est un motif. La ville d'Hammamet et sa mosquée sont un motif. Mais je veux dire, un motif est lié à l'idée de paysage. En tout cas, c'est comme ça que ça a été conçu. C'est pas une invention de ma part, j'essaye pas de relier les choses, mais le motif est lié au paysage. Le paysage est lié à un format. Et là, le format n'est pas le format paysage, justement. C'est un format qui est en gros carré, qui est d'ailleurs en gros extrêmement rare dans la peinture. Il existe, bien entendu, vous allez trouver 150 exemples, mais il n'est pas un format institué, et en tout cas, ce format paysage, non, certainement pas. Certainement pas. Alors, même chez les cubistes, par exemple, les cubistes pour le paysage, ils font des formats oblongs, bien entendu, barlons, comme on dit. Donc, en tout cas, ça contredit les lois habituelles. J'en viendrai à une question qui est importante quand on s'occupe de peinture, c'est la question du motif. Parce que le mot motif est utilisé comme ci, comme ça, mais le mot motif, il a une existence, il a une distance historique. Et d'ailleurs, on peut dire j'ai un motif de mécontentement quand on n'est pas satisfait de telle ou telle administration ou de telle autre chose, naturellement. Pourquoi l'administration
voilà, donc le mot motif, il a ce sens-là, c'est-à-dire que c'est une raison de faire quelque chose. Et au XIXe siècle, c'est une raison de. Vous voyez ? Donc le mot motif est utilisé par Klee, pas ici, mais vous verrez tout à l'heure, si j'y arrive, qu'il peut être c'est-à-dire qu'en gros, au XIXe siècle, pour faire vite, hein, qu'est-ce qui se passe? On passe du sujet au motif. C'est-à-dire le sujet, c'est un sujet tel que on représente l'annonciation, machin comme ça. Donc ça, c'est un sujet. Le motif, c'est pas ça. C'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un titre, en somme, ou une définition d'un tableau et on fait le tableau. Non, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on se promène et tout d'un coup, on trouve quelque chose, un sujet, en somme, qui fait motif. C'est-à-dire qui donne un motif pour faire. C'est ce qu'ont fait les peintres de Barbizon, les impressionnistes, etc. Monel raconte, hein, il dit un peu souvent des choses qu'il réinvente, parce qu'il dit ça en 1926, alors qu'il y a longtemps qu'il peint. Il dit, je me promenais avec un truc sous le bras, je me promenais, tout d'un coup je vois quelque chose qui me plaît, je m'installe, hop, je peins. Voilà, ça c'est un motif. Et on pourrait considérer ici, en effet, que ceci est un motif. La ville d'Hammamet et sa mosquée sont un motif. Mais je veux dire, un motif est lié à l'idée de paysage. En tout cas, c'est comme ça que ça a été conçu. Hein, c'est pas une invention de ma part, j'essaye pas de relier les choses, mais le motif est lié au paysage. Le paysage est lié à un format. Et là, le format n'est pas le format paysage, justement. C'est un format qui est en gros carré, qui est d'ailleurs en gros extrêmement rare dans la peinture. Il existe, hein, bien entendu, vous allez trouver 150 exemples, mais il n'est pas un format institué, et en tout cas, le format paysage, non, certainement pas. Certainement pas. Alors, même chez les cubistes, par exemple, les cubistes pour le paysage, ils font des formats oblongs, bien entendu, barlons, comme on dit. Donc, en tout cas, ça contredit les lois habituelles du védutisme. Bon, je passe, donc je dis que le contenu est apparemment sans grande surprise. La fenêtre, c'est la fenêtre albertienne, hein, sauf que c'est une fenêtre carrée, et que la fenêtre albertienne, elle est plutôt barlongue, enfin, soit dans le sens vertical pour des raisons symboliques d'ailleurs, soit pour des raisons horizontales, pour des raisons d'articulation des tableaux religieux en général. Celui qui a mis à la mode le format barlon, c'est David, évidemment, avec le serment des Horaces, etc., etc. Bon, vous connaissez David, c'est un passage, je dirais, obligé dans l'histoire de la peinture. On voit que les plans sont échelonnés. Alors, évidemment, vous allez me dire, j'ai parlé d'Alberti, j'ai parlé de David, de tous ces gens qui sont des peintres classiques et qui pratiquent la perspective. Là, on voit que la perspective, elle en prend un grand coup dans l'aile, si j'ose dire. Mais quand même, d'ailleurs, il faudrait, ici, j'ai pas le temps, peut-être il faudrait que je fasse un topo sur la perspective de manière à remettre pas mal d'idées fausses sur les rails. La perspective, il faut lire Panofsky, hein, la perspective comme forme symbolique, Erwin Panofsky, notez ça sur vos tablettes. Et là, véritablement, on a une base très forte, très philosophique aussi et technique, pour savoir ce que c'est vraiment la perspective, qui est un terme que l'on emploie un peu n'importe comment. Enfin, on veut dire par perspective espace profond dans lesquels il y a des objets qui sont échelonnés du plus près jusqu'au plus loin, c'est-à-dire qui contredit en somme la perspective, parce que le plus beau c'est qu'on l'emploie aussi, des Romains, hein, qui est un assemblage de loci, du Moyen-Âge, où il y a des gens qui sont très grands et qui sont petits en fonction de l'importance sociale qu'ils ont, etc. Donc ça, c'est en effet des perspectives au sens un peu abusif du terme,
moi je m'en tiens encore une fois à la définition qui a été donnée à la Renaissance par Alberti, c'est-à-dire la prospectiva pingendi, la perspective des peintres. Donc lire Panofsky et éventuellement Alberti. Bon, admettons qu'on puisse dire, bon, en gros, ça présente sous une forme un peu dégénérée les cadres habituels de la perspective. Hein. Ce qui est devant, on le voit devant, ce qui est derrière, on le voit derrière. Avec ce qu'on appelle une accélération de la perspective, hein. C'est-à-dire que dans le fond, tous les plans qui sont sous la ligne d'horizon sont rabattus, sont présentés presque en vue plongeante, ce qui est aussi une chose intéressante et qui a été mis en pratique par les impressionnistes, parce que c'est comme si, en somme, pour peindre cette salle, je me rapprochais de vous et que je voyais les premiers rangs par-dessus, puis les autres selon la perspective réglée, c'est-à-dire la perspective de la Renaissance, c'est ça, c'est-à-dire on règle la distance, c'est-à-dire le point de vue, de manière à tout voir de manière à peu près homogène. Donc il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de distorsion de l'espace. Et ici, il y a une distorsion de l'espace. Si on veut bien admettre que ça, c'est la représentation d'un paysage et qu'il y a une ville dans le fond. Maintenant, si vous voulez qu'on entame une polémique et qu'on ferraille là-dessus, moi je veux bien, hein, on peut le faire. Mais en gros, tout le monde est un peu d'accord là-dessus et ça se présente comme ça, comme s'il y avait eu, encore une fois, une perspective accélérée vers le bas, que je ne perde pas le fil, surtout. Donc je dirais, alors c'est les impressionnistes, encore une fois, qui ont changé ça, de la même façon qu'ils ont utilisé, ou ils ont eu tendance à utiliser les couleurs plus légères et surtout de la couleur pure. Et c'est ce que fait Klee avec son aquarelle, c'est-à-dire qu'il évite les mélanges, et quand mélange il y a, c'est simplement parce qu'il y a une couche et que de temps en temps, il y en a une qui déborde, la contiguë qui déborde à côté. La même chose, on peut dire, parce que Klee, n'oubliez pas, hein, il commence à écrire des choses vers 1910, disons en gros. Les impressionnistes, ils sont encore en pleine activité. Hein. C'est même, je veux dire, le most à cette époque-là, l'impressionnisme. Il ne faut pas imaginer que c'est mort en 1870. Au contraire, c'est né en 1870. Donc, bon, le problème de l'impressionnisme est encore à l'ordre du jour. Le problème de l'expressionnisme, dont Klee parle aussi, hein, parce qu'il théorise, sa production théorique est aussi extrêmement considérée.